va commencer parce que peut-être que je crains qu'on ait un tout petit peu de retard. Quelques minutes, voilà. On est très très heureux d'être avec vous ce soir. Cette première table ronde a lieu dans le cadre de notre université de rentrée, dont le thème est la reconstruction, au fond reconstruire le pays. Et pour reconstruire le pays, nous disons qu'il faut construire le centre, solidifier le centre, unir le centre. Et c'est pour ça que je suis extrêmement heureuse d'accueillir ici ce soir, sous vos applaudissements, Jean Arthuis, qui est chez lui ici, à double titre. Chez lui parce qu'on va parler du centre, qu'il est président de l'Alliance centriste. Chez lui parce qu'il est élu député européen du Grand Ouest de la France. Et donc on est très très heureux de l'avoir avec nous. Et puis il est venu avec Philippe Folliot, que je vous demande d'applaudir. Lui-même en personne. Jean-Jacques Gégou, c'est ça que tu me montres? Bravo. Jean-Jacques, tu peux nous rejoindre aussi? Je ne sais pas, sur les genoux de Jean Lassalle, si tu veux. Non? D'accord. Bon, je ne vous présente pas tous ceux qui m'entourent ici ce soir. On va essayer de débattre pendant 1 heure sur, au fond, ben voilà, oui, pourquoi il faut, François l'a dit très très rapidement tout à l'heure, mais c'est une évidence, il faut rassembler, il faut unir ce centre. Et si le centre doit peser et changer la vie politique française et être au fond la famille, la force politique qui peut demain incarner un espoir, eh bien il est vital qu'ils se rassemblent, il est vital qu'ils s'unissent, qu'ils se réunissent, qu'ils continuent de le faire pour peser, pour changer, pour apporter l'espoir nouveau dont la France a besoin. C'est aussi simple que cela. Cher Jean, je suis très contente de vous passer la parole. En premier, vous allez ouvrir notre débat. Vous êtes notre invité. On est très heureux de vous avoir. On est très heureux de l'avoir avec nous à l'Europe. Je dis ça, nous, Robert, Nathalie et moi, dans notre délégation au Parlement européen. Nous avons fait une liste commune. On en a été très heureux aux élections européennes et on fait du bon travail là-bas. Jean, là-bas, préside la commission des budgets, qui est une des commissions les plus importantes du Parlement européen. Et on est très heureux et très fiers de ce qu'il fait avec nous. La parole est à vous, cher Jean. Merci, Marielle. Merci, François, de m'avoir invité à prendre part à cette soirée, à ce débat. Et j'ai répondu immédiatement positivement à ton invitation. Je souhaitais venir vers vous parce que, en effet, l'urgence, c'est de rassembler la famille. Nous avons une histoire commune, nous avons eu des moments de crispation, des moments de séparation, des moments d'incompréhension, mais nous avons les mêmes valeurs. Je crois que nous avons la même vision et que le projet que nous voulons porter est inspiré par le même désir de remettre l'État à sa place, de sortir la vie politique des travers dans lesquels elle est tombée. Nos concitoyens n'en peuvent plus de cette mise en scène permanente des jeux politiciens où chacun procède par annonce au risque d'afficher bien vite son impuissance politique qui exaspère nos concitoyens. Et j'ai pu vérifier cette grande proximité à l'occasion des élections européennes. J'ai été sénateur pendant quelques années et j'estimais que mes convictions européennes me faisaient obligation de tenter de devenir député européen. Et nous sommes entrés en campagne et nous avons tous compris, à l'UDI comme au MoDem, que nous ne pouvions exister dans notre relation avec les Français qu'en nous présentant ensemble. Et je suis heureux de retrouver mes collègues députés européens du MoDem. Mais nous sommes membres du même groupe politique et du même parti, le Parti démocrate européen. Et pendant cette campagne,
j'ai été en relation, bien sûr, dans le Grand Ouest, dans les 3 régions que sont la Bretagne, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes, avec les militants de l'UDI, mais aussi avec ceux du MoDem. Et je voudrais ce soir vous remercier, car j'ai ressenti le même enthousiasme, la même ardeur, chez les militants du MoDem comme chez ceux de l'UDI. Et c'est aussi pour ça que je suis venu ce soir. Nous ne pourrons peser dans la vie politique française que si nous nous rassemblons. Nous sommes condamnés à la marginalité si nous nous séparons. Nous avons les mêmes valeurs, l'humanisme. Nous sommes suffisamment libéraux pour croire en l'entreprise, et nos convictions sociales, nous savons qu'elles ne sont crédibles que s'il y a une véritable réussite économique et une vraie compétitivité. Nous faisons le même diagnostic, l'État-providence est en faillite et le modèle français ne peut pas être prolongé. Ce que nous voyons aujourd'hui est pathétique, comme si on ne voulait toucher à rien, au risque de mettre chaque jour un peu plus d'hommes et de femmes au chômage et de maintenir un bon niveau d'indemnisation du chômage. Et tout cela financé par des déficits publics au prix d'un endettement qui ne cesse de progresser. La dette publique était à peine à 20% du PIB en 1980. Elle va être maintenant à 100% du PIB. La tendance est vertigineuse. Nous avons la même conviction que tout projet pour la France doit être impérativement euro-compatible et que c'en est fini le temps où l'on pouvait prolonger l'illusion que nos chefs d'État et de gouvernement pouvaient accréditer l'idée que la France était encore souveraine. Or aujourd'hui, on le voit bien dans la situation internationale. Avons-nous les moyens de notre souveraineté en matière diplomatique, en matière militaire, par rapport aux géants du numérique? L'Europe est devenue une colonie du numérique. Apple, Google, Amazon, Netflix font ce qu'ils veulent. Et ils sont tellement puissants qu'ils parviennent même par d'habiles optimisations fiscales à ne pas payer d'impôts sur l'ensemble du territoire européen. Donc nous voyons bien que nos souverainetés, nous ne pourrons les assumer que si nous les partageons. Et nous devons les partager et les assumer comme telles au plan européen. C'est pour ça que nous avons des convictions européennes. C'est pour nous permettre de reprendre notre destin en main. Nous sommes dans la mondialisation. Il est vain de pleurer sur la globalisation. Elle est là, irréversible. C'est le sens du phénomène humain. Et si nous voulons participer à l'organisation du monde, mieux vaut y aller ensemble au plan européen. Et on voit bien que la crise qui nous atteint n'est pas seulement économique, sociale, politique, cette incapacité à faire des réformes concrètes. Les discours sont extraordinaires. Valls fait du Sarkozy. Ça veut dire qu'on arrive à fâcher les gens qui ont l'impression qu'on fait de l'austérité alors qu'on n'a rien fait pratiquement et qu'on n'a rien bougé. Donc ceci ne peut pas continuer. Et je pense que notre famille a une place à reprendre. Et pour l'occuper, il faut qu'elle soit rassemblée. Rassembler toute la famille centriste, et peut-être au-delà. Je découvre à Bruxelles, je voudrais rendre hommage à Marielle, qui est la présidente de la délégation française au sein du groupe ADLE. Et je la remercie pour les facilités qu'elle m'a données, qui m'ont permis de devenir président de la commission des budgets au Parlement européen, ce qui m'a empêché d'être candidat à la présidence de l'UDI. Vous voyez le sacrifice quand même. Mais enfin, on dit tellement que les députés européens français ont quelquefois du mal à s'impliquer totalement, en dehors de ceux qui sont ici à cette tribune ce soir, et de ceux qui ont été élus comme UDI.
que j'ai pensé que mon devoir était de m'investir totalement dans l'exercice de ce mandat de député européen. C'est pour ça que je me suis démis de mes fonctions de président du Conseil général de la Mayenne pour me consacrer à plein à l'exercice de ce mandat et essayer de faire bouger un peu la bulle. Parce qu'on ne peut pas dire que les élections européennes n'aient pas été d'une sévérité extrême. Où est le lien citoyen? Il ne suffit pas de mettre sur votre passeport République française, Union européenne. Si on juge la densité du lien citoyen au travers des élections du 25 mai, il y a matière à s'inquiéter. Entre les abstentions, les votes europhobes, les votes eurosceptiques, ceux qui ont vraiment envie de construire l'Europe ne sont pas si nombreux. Et ça ne va pas être simple. Alors je pense que nous devons avoir un projet pour la France qui est forcément un projet euro-compatible. Ça veut dire que sur ce que j'appelais les prérogatives de souveraineté nationale, il faut nous préparer à donner à l'Europe un vrai pilotage politique et cesser d'en faire une sorte d'intercommunalité qui ne fonctionne pas bien, parce que chaque maire veut garder ses prérogatives par rapport à la communauté de communes ou par rapport à la communauté d'agglomération. Et il faut également que l'on se prépare à faire converger nos législations sociales, fiscales, notre droit du travail, nos règles environnementales. Au fond, si j'ai souhaité quitter le Sénat, c'est parce que sur un certain nombre de textes de loi, de projets de loi, il m'est apparu qu'en matière économique, en matière financière, quand on légiférait à un échelon infra-européen, on était dans la communication, on était dans la gesticulation. On faisait des lois qui ne peuvent pas avoir d'application concrète. Et en matière économique comme en matière financière et en matière environnementale, on ne peut avoir d'impact qu'à l'échelon européen. Et donc le Parlement national devenait, sur ces lois fondamentales, en quelque sorte un office notarial, s'il y a parmi vous des notaires qui ne le prennent pas en mauvaise part, où l'on transcrivait des directives qui étaient conçues et votées par le Parlement européen. Et donc, vous avez compris que je souhaitais aller à la source du droit en devenant député européen. Mais ce soir, je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Ça n'est pas ma première participation, François, aux universités d'été du MoDem, mais je voulais vous dire que, pour moi, l'urgence, c'est de rassembler toute la famille centriste. Et c'est l'intérêt de la France. Merci beaucoup à Jean. Vous allez reprendre la parole, on va essayer de débattre et de dialoguer entre nous, entre la salle, de vous écouter, de vous entendre. Mais je veux dire qu'au-delà même de rassembler la famille centriste, que vous dites, qui est juste, je pense que jamais, probablement, l'espace n'a été aussi grand pour le centre que nous représentons ici ce soir. Jamais, au fond, l'attente des Français d'une autre alternative, d'un choix différent de ce qu'ils connaissent depuis 30 ans, n'a été aussi fort. Et au fond, si le centre est en capacité de s'unir, de rassembler et de peser, c'est la seule façon aussi de faire baisser dans ce pays l'extrême droite et l'alternative qui est en train de naître de ce côté-là. Et la seule réponse, au fond, au Front National, c'est de représenter nous-mêmes l'alternative, d'incarner ce que nous avons commencé de construire il y a un an. Je crois que jamais les thèses, les thèmes, les idées, les idéaux qui ont été les nôtres et qui sont les nôtres depuis des années ne sont au fond aussi attendus par les Français. Sur des questions d'éthique, François, sur des questions de moralisation de la vie publique, sur des questions de changement des institutions, dont tout le monde voit bien à quel point elles sont vitales, essentielles. Oui, il faut qu'on ait un Parlement qui ressemble à la France. Oui, il faut qu'on ait un vrai équilibre dans le pouvoir parlementaire, peut-être un jour une codécision comme nous avons, nous, au Parlement européen. Oui, donc il faut un changement de nos institutions. Oui, il faut respecter les règles en matière de déficit et de dette. Oui, il faut dire la vérité au peuple. Oui, il faut que les entreprises puissent entreprendre, créer. Oui, il faut libérer tout cela. Oui, il faut repenser la solidarité.
Oui, il faut redonner de la liberté, il faut redonner de la responsabilité, il faut donner davantage de confiance sur le terrain. On entendait le maire Guidel tout à l'heure qui nous parlait au fond de toutes ces lois qui leur tombaient sur, comme si tous les territoires étaient les mêmes, dans toute la France. Et on voit bien que là aussi, nous avons, nous, une autre manière de penser en faisant davantage confiance au territoire, de recréer des solidarités différentes, de repenser aussi, au fond, le domaine de l'action publique et le domaine de la dépense publique, de revoir son efficacité. Bref, je fais la liste là, mais on pourrait la compléter de tout ce que nous disons depuis des années et qui, au fond, je le crois, correspond aux attentes des Français. Et donc, je pense que nous avons une responsabilité très importante. Ce n'est pas juste, au fond, pour le bonheur ou le plaisir d'être ensemble que nous devons faire les choses. On doit les faire aussi pour notre pays. C'est simplement cela que je voulais ajouter à ce que j'en viens de dire. Yann, est-ce que je te passe maintenant un micro ? Tu nous dis quelques mots. Et puis ensuite, ce que j'aimerais, c'est que les micros circulent dans la salle, que vous interveniez, les 3-4 qui veulent intervenir, vous vous situez un peu dans la salle, vous levez les mains, vous réfléchissez, on vous passe le micro et puis on revient ensuite vers la tribune. À toi, Yann. Bon, très rapidement. D'abord, je voulais vous informer que ce n'était pas mon anniversaire ce soir. Ça me semble être une information importante à vous donner. Il n'y en a qu'un qui a son anniversaire à cette tribune ce soir. Il faudra vous deviner, mais bon, c'est pas moi. Bon, plus sérieusement, moi je vais rapidement dire deux petites choses. C'est que c'est des sentiments que j'ai, de perception que j'ai autour de moi. C'est qu'il y a effectivement, comme l'a dit Jean Arthuis et Marielle de Sarnez, un boulevard, une étendue d'attente vis-à-vis d'autres choses, vis-à-vis de nous peut-être, mais en tout cas vis-à-vis d'autres choses. Cette étendue, elle est quand même, aujourd'hui, elle se reflète, elle se traduit par un marasme extraordinaire dans la population. Et moi, je note dans mon entourage, j'ai expliqué aujourd'hui qu'à table, avec mes collègues de travail, on se retrouve, on débattait politique jusqu'à il n'y a pas longtemps, et on ne débat plus politique parce que ça ne nous intéresse plus. Il y a un désintérêt aujourd'hui, un désintérêt important par rapport évidemment au pouvoir en place, avec un pouvoir socialiste qui gère le Parti socialiste avant de gérer le pays. On le voit tous les jours dans les arbitrages qui sont faits. Et puis ce sentiment que... pas seulement des nouvelles du jour, d'aujourd'hui même, mais ce sentiment que, on est sur un regard dans le rétroviseur, on nous rejoue les mêmes épisodes que ceux qu'on a déjà connus, et ça, les gens n'en veulent pas. Les gens sont fatigués de ça, les gens veulent autre chose. Et ce besoin d'autre chose, aujourd'hui, il est impérieux qu'il s'incarne et qu'il se traduise quelque part d'autre que du côté du Parti socialiste ou du côté de ce qu'on perçoit se construire aujourd'hui et qui finalement n'est rien d'autre que ce qu'on a déjà vécu par le passé. Et l'histoire se répète, mais les gens n'en veulent plus, ils n'y croient plus, ils ne veulent plus de ça. Donc bien entendu qu'on a besoin, nous, d'offrir quelque chose. J'allais aller, parce que c'est écrit sur mon front, vous dire aussi que j'étais il y a quelques semaines aux universités d'été des Verts à leur invitation, ce qui était une première, c'est la preuve qu'ils ne vont pas bien. Quand ils m'invitent, c'est qu'ils ne vont pas bien. Pour vous dire que là-bas aussi, dans cette sphère politique-là, qui n'est pas si lointaine que ça de nous, il y a aussi beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations, une histoire qui s'est déroulée et qui aujourd'hui arrive à sa fin, et qui cherche autre chose, qui cherche une nouvelle histoire. Et cette nouvelle histoire, c'est aussi à nous de l'écrire. Merci beaucoup, Yann. Est-ce qu'on fait un aller-retour sur la salle ? Qui veut s'exprimer ? Vas-y. Chacun se présente ou chacune se présente. Voilà. Bonjour, Patrick Domaguet, Côte d'Armor. J'avais juste une réflexion par rapport à la reconstruction de la France. Parce que là, dans les discours, j'entends beaucoup de « il faut » et « on aimerait »,« il faudrait faire ceci, cela ». Malheureusement, je n'entends que très, très, très rarement des verbes d'action et des solutions concrètes pour atteindre ces objectifs. Donc, c'était juste pour poser la question, est-ce que le MoDem se donne les moyens de ces objectifs, que ce soit pour le MoDem ou pour la France ? Merci. Très bonne question, parce qu'évidemment, il y a besoin d'action et plus de paroles, ça on est tous d'accord. Robert, Jean, allez-y.
Bien, ben oui, c'est concret un anniversaire, donc merci. Oui, je crois que c'est pas facile. Il l'a dit hier, je sais. Non, mais il fallait la faire. J'ai le droit aujourd'hui, j'ai le droit, c'est dur. Non, je voudrais commencer par ta question. Je vais peut-être te surprendre, mais je pense effectivement que sortir notre pays de la crise va être quelque chose de très difficile. Et c'est pour cela que d'ailleurs, refonder, reconstruire la société française et reconstruire et refonder le centre, c'est la même chose. Parce que ce que nous voyons finalement, c'est que le jeu politique classique ne permet plus de reconstruire notre pays. Et il faut qu'en quelques secondes, on soit conscient de ce qui a été le piège dans lequel François Hollande est tombé. Il est tombé dans un piège qui a consisté à se laisser porter par une vague démagogique consistant à dire « je vais faire le contraire de ce que le président précédent a fait ». Et quand on fait ça, on laisse croire effectivement aux Français qu'il suffira de faire le contraire pour que, et du coup, on est obligé d'amener l'idée que la réponse va être rapide et que les choses vont aller mieux, rapidement. Et on est pris par ce que Jean, tout à l'heure, appelait finalement son extrême, ou ce que l'on pourrait appeler une fausse idéologie des choses, et des slogans ou des vieilles recettes. Ce que je voudrais en aucun cas, c'est que la prochaine alternance soit de même nature que celle-là, mais dans l'autre sens. Parce que si ça devait se produire comme ça, alors je vous dis que, quel que soit celui qui porterait le pouvoir, qui arriverait au pouvoir, il referait les mêmes erreurs en symétrique que les erreurs que François Hollande a pu commettre et qu'il peut commettre depuis 2 ans. C'est pour cela que nous avons une responsabilité extrêmement particulière et extrêmement forte, qui est non pas de vouloir casser la façon classique de faire de la politique parce que les gens ne se retrouveraient plus dans l'image des politiques ou dans une façon d'un discours qui est décalé de la réalité, mais tout simplement parce que c'est une nécessité vitale pour inventer des solutions nouvelles, pour sortir notre pays des difficultés dans lesquelles il se trouve. Parce que si je prends un exemple simple, la gauche nous dit et fait tous les jours quelque chose qui est finalement sa vieille recette, qui est de la dépense publique. J'ai été très choqué d'ailleurs dans la conférence de presse du président hier par cette phrase qui pour moi était très grave quand il a dit « Je vais vous dire ce que je dirais à Bruxelles pour faire passer mon plan, je vais vous le dire comme une confidence, je vais leur dire qu'on ne peut pas à la fois améliorer la compétitivité de notre pays et en même temps réduire la dépense publique. Et on va d'abord s'engager sur le premier point et on fera le second que plus tard. Ce qui est totalement faux de mon point de vue, parce que la compétitivité de notre pays peut être restaurée par bien d'autres méthodes que celles qui consistent à dégager de l'argent public, soit pour réduire les charges des entreprises, soit pour financer des plans qui seraient susceptibles de ramener de la croissance, par tout un tas de mesures, y compris les mesures sur la façon de refonder le travail, la flexibilité au travail, etc. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui me semble tout à fait inexact de le dire comme ça. Mais ça montrait, d'une certaine façon, et au-delà du clin d'œil, je crois qu'il y avait quelque chose qui correspondait à quelque chose qui est profond dans son camp, et comme ça avait été annoncé la semaine passée d'ailleurs, on désertait une fois de plus l'exigence de travailler sur la réduction effective de la dépense publique. Et je ne voudrais pas que de l'autre côté, dans 2 ans ou dans 2 ans et demi ou dans 3 ans, la droite arrive en disant « nous allons réduire les dépenses publiques et tout sera réglé du jour au lendemain ». Parce que ce ne sera pas vrai. Parce que nous avons une maladie en France qui est cette dépendance que nous avons à l'État, qui fait que nous avons construit un État qui ne sait être efficace aujourd'hui que quand il est cher, et quand il a un peu moins d'argent, il ne sait même plus être efficace du tout. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'État continue à être trop cher et où en même temps il est de moins en moins efficace. Et vous le savez partout, parce que quand on supprime des postes de fonctionnaires sans changer les façons d'agir de l'État, eh bien on bloque encore plus l'État. Et donc nous avons un vrai devoir. Et pourquoi c'est la question du centre ? Je vais vous dire pourquoi c'est la question du centre.
C'est la question du centre, parce qu'il va falloir réinventer tout simplement des façons non seulement de gérer la société, mais d'inciter la société à se gérer elle-même. Et par exemple, parce que les centristes représentent la famille politique, et la famille politique qui préfère le pragmatisme à l'idéologie, qui préfère le local remontant au national descendant. Parce que c'est une famille politique qui est capable de comprendre que, par exemple, si on veut réduire les dépenses publiques sur une question précise, eh bien, si on regarde ce qui se passe concrètement sur le terrain, si on fait des comparaisons, si on fait dans ce mot franglais qui est utilisé dans les entreprises tous les jours du benchmarking, c'est-à-dire si on dit, tiens, comment dans tel endroit on a fait aussi bien, voire mieux, en dépensant moins cher avec ce type de méthode, eh bien, si on le fait là, on arrivera à faire en sorte qu'on réduise la dépense publique sans réduire le pacte social, qui est celui qui unit notre société, et sans pour autant être en contradiction avec la compétitivité que notre pays doit retrouver, eh bien, vous voyez, on aura réussi le coup. Et ça, moi, je crois qu'il y a toute une ingénierie nouvelle de la société, de l'articulation entre la politique et la société civile, la société économique, et nous sommes les seuls à pouvoir inventer cela. Nous sommes les seuls à pouvoir inventer cela parce que, effectivement, pour faire simple, j'espère que le jour où nous serons au pouvoir, on ne changera pas juste de promotion de l'ENA pour penser qu'on réglera tous les problèmes à la fois en passant de la promotion Voltaire à une autre promotion. Et ce qui m'a également étonné dans le discours du président de la République hier, c'est que finalement on avait le sentiment qu'il avait tout épuisé des méthodes qui étaient censées être les siennes et qu'il était là en train de nous dire on attend les résultats. On espère que les résultats vont arriver avant 2017 ou après 2017. Je ne sais pas, certains observateurs ont trouvé que c'était peut-être pas habile de sa part de mettre le curseur sur 2017 par rapport aux résultats, parce que les Français, ce qu'ils veulent, c'est par rapport à leurs échéances à eux-mêmes et pas par rapport à l'échéance électorale. Et c'est ça que nous avons à faire. Et nous avons à faire quelque chose qui est de remettre les gens en confiance avec eux-mêmes. Quand on dit qu'il y a une crise de confiance dans la société, qu'il y a une crise de défiance, oui, c'est une crise de confiance des citoyens par rapport aux institutions dans tous les domaines. Mais c'est pire que ça aujourd'hui, c'est une crise de confiance des citoyens avec eux-mêmes. C'est-à-dire, nous avons à faire comprendre qu'en repartant par le bas, en repartant par la confiance donnée, je termine juste par une anecdote et j'en ai terminé là. Vous savez qu'il y a, et au Parlement européen, nous avons travaillé un tout petit peu cette semaine, puisque nous revenons de Strasbourg, sur l'initiative jeune. Vous savez, cette très belle idée qui consiste à dire en Europe, plus jamais un jeune totalement en inactivité, au bout de 4 mois, il faut qu'il soit en formation, qualification, ou bien qu'il ait retrouvé un emploi. La France se vantant d'ailleurs d'avoir été à l'origine de cette initiative, et en même temps d'être le premier pays qui a signé avec Bruxelles la condition d'application pour notre territoire français de cette garantie jeune. Et tout à l'heure, je crois que c'était à table, donc c'était pas ici, Jean disait que de toute façon, il n'y avait pas d'argent pour faire vivre cette réalité. Mais au-delà de ça, comme j'ai travaillé un tout petit peu là-dessus, j'ai vu la note que la France a préparée justement pour expliquer comment cette initiative jeune allait être mise en place en France, là où il y a un petit peu d'argent quand même pour la mettre en place. C'est désespérant. J'étais totalement désespéré quand j'ai lu cette note. La mise en place en France de l'initiative jeune avec le peu d'argent qu'on a, ça consiste à faire la même chose que ce qu'on fait depuis 20 ans, depuis 30 ans. C'est-à-dire la même chose, c'est ces stages non qualifiants, ces stages destinés à ce que les jeunes ne soient plus inscrits à Pôle emploi pendant qu'ils font le stage. Ces stages, qui sont par appel d'offres donnés à des entreprises qui font à peu près tout et n'importe quoi simplement pour occuper les gens. Eh bien, l'application en France de cette initiative jeune, c'est rien d'autre que ça avec 10% de plus ou 20% de plus. J'en ai été consterné. Donc tout à l'heure, nous avons eu un très bon débat ici animé par Jean-Pierre Rioux, je ne sais pas s'il est là, excuse-moi de chercher ton nom une seconde. Jean-Pierre Rioux qui parlait des questions
de fractures. Et en tout cas, moi, je pense que pour réparer les fractures de la société française, il va falloir qu'on amène des ruptures. Et les ruptures, c'est dans la façon dont nous devons, concevoir l'action et faire cette action. Et je crois qu'on est les seuls à pouvoir le faire autrement, parce qu'on est les seuls à pouvoir éviter ce que j'ai dit au début et ce par le quoi je vais terminer, c'est-à-dire cette espèce de tournée-manège qui est un piège absolu, parce que finalement, d'un coup sur l'autre, on part du principe qu'on va faire l'inverse de ce que fait l'autre, on dit aux Français qu'on va avoir des résultats, on les trompe complètement, et on ne change rien dans le fond au système, parce qu'on continue à partir d'en haut, on continue, à écraser les réalités humaines et sociales, on continue à être à côté de la plaque, et on est complice de la souffrance et du drame social qui est aujourd'hui vécu de plus en plus dans notre pays. Merci beaucoup. Merci Robert. Je donne la parole pour quelques phrases à Jean en complément. Et ensuite, je vous promets, je reviens vers vous. À Jean Arthuis, qui voulait la parole. Je reviens vers vous. Dans la salle, il y a au moins 5-6 bras levés. Donc on revient vers vous tout de suite et on reviendra après sur la tribune. La pédagogie et la rhétorique gouvernementale. Il y a un an, les gouvernements français et allemands ont dit en même temps, nous allons baisser la dépense publique de 10 milliards. Et le ministre allemand a dit voilà, nous dépensions 350 milliards, nous allons dépenser 340. Le ministre français a dit nous dépensions 350, nous allons dépenser 360. On dit attends, on voudrait comprendre parce que 360 ça fait 10 milliards de plus. Oui, mais si j'étais pas là, on aurait dépensé 370. Donc on se raconte des histoires en permanence. Et il va falloir qu'on commence à articuler des propositions maintenant. Pouvons-nous continuer, par exemple, si vous voulez réduire la dépense publique, pouvons-nous continuer avec les 35 heures dans la fonction publique? Moi, je ne le crois pas. Souvenez-vous, lorsque les 35 heures ont été conçues, c'était pour le secteur marchand. On allait répartir en un plus grand nombre de personnes le travail en réduisant la durée du temps de travail. Mais ça ne devait pas s'appliquer à la fonction publique. Or, un an plus tard, on l'a appliqué aux 3 fonctions publiques. Eh bien, moi, je pense qu'on ne pourra pas tenir si on maintient ce standard. Il faudra avoir le courage d'expliquer cela à nos concitoyens. Sinon, nous n'y parviendrons pas. Il faudra par ailleurs que l'innovation ne soit pas réservée au seul champ marchand. On doit pouvoir innover également dans le secteur public, dans la façon de répondre à l'attente de nos concitoyens. Pourquoi voulez-vous que telle politique de service public soit la même dans le Nord-Pas-de-Calais, dans Poitou-Charentes, dans le Midi, dans la Mayenne ou dans le Morbihan? Je pense qu'il faut laisser des possibilités d'adaptation et d'innovation et qu'on arrête de définir par le menu les standards, les critères, les corsets. Ceci ne peut plus durer. On est dans une hystérie normative qui fait qu'on n'arrive plus à supporter la charge. Et on est dans un pays qui donne l'impression de ne rien vouloir changer parce qu'on a des standards sociaux, un modèle social qui est formidable. On ne le change pas. Il y aura de moins en moins de gens à travailler et on voudra maintenir un haut niveau d'indemnisation de ceux qui sont chômeurs. Ceci n'est possible qu'avec un déficit croissant et un endettement public croissant. Donc c'est le mur absolu. Et quand on dit que c'est l'Europe qui nous donne l'austérité, très franchement, mes amis, s'il n'y avait pas l'Europe, on aurait été mis en demeure instantanément par ceux qui nous prêtent de l'argent, et plus de la moitié des bons du Trésor sont souscrits par des investisseurs étrangers. Eh bien, on aurait été mis en demeure d'équilibrer nos comptes publics, sauf à payer des taux d'intérêt très élevés. Donc nous avons un devoir de réalisme, et le centre doit être l'éclaireur, le pédagogue, la lucidité et le courage. Merci Jean. On revient vers vous. Alors, vas-y Jean-Baptiste. Plusieurs. Si chacun n'est pas trop long, mais nous aussi, il faut effectivement qu'on fasse attention pour que tout le monde puisse, tous ceux qui veulent s'exprimer, puissent s'exprimer. On va prendre plusieurs interventions. Vas-y. Oui, bonsoir. Vous vous présentez à chaque fois. James Georges de Lyon. J'ai traversé la France pour être ce soir avec vous et poser ma question. Alors, je suis pour de la vérité en politique et
Je pense que c'est l'occasion de se dire les choses et je suis pour qu'on se dise les choses. Cet après-midi, j'ai lu le Figaro. Il y a Emmanuel Galliero du Figaro qui a rapporté les propos et l'interview de François. Et sa volonté de vouloir sortir des Bermudes, du triangle des Bermudes, fondé par rapport à l'UMP, le PS et le Front National. Alors, moi j'aimerais, par rapport à ça, poser quelques questions rapides. Comment croire aujourd'hui à cette volonté alors que notre endettement va atteindre 100% du PIB? Alors c'est dénoncé par François depuis très longtemps. Alors que pendant la campagne européenne, il n'a pas soutenu son idée de monétiser les dettes souveraines qu'il avait notamment présentée sur un plateau On n'est pas couché. Comment croire à cette volonté de sortir des triangles des Bermudes alors que par rapport à certains sujets, et je rejoins ce que disait Jean Arthuis il y a un instant, par rapport à la question du commerce, que vous n'ayez pas soutenu le projet transatlantique TTIP, donnant plus de pouvoir aux sociétés transnationales et aux multinationales, comme vous le savez, au détriment des peuples. Ben c'est pour ça qu'on ne soutient pas cette idée. Enfin, juste pour clarifier, remettre à l'endroit ce que tu viens de dire. Voilà. Oui. Continue. Merci. Vous la soutenez pas, mais... On ne soutient pas l'idée de tribunaux arbitraux, supranationaux, qui interviennent contre la volonté qui peut être celle de pays membres de l'Union européenne. Non, nous ne soutenons pas cette idée-là. D'accord. Et il y a une raison supplémentaire pour ne pas la soutenir. Je finis mon propos. Fini, mais vas-y. 2 points. Encore maintenant, comment croire cette volonté de sortir de l'UMP, du PS et du Front National, alors que l'UDI, et je m'adresse à Jean Arthuis, a déclaré qu'ils étaient l'allié naturel de l'UMP. Et puis enfin, comment croire François Bayrou dire ça, alors qu'en 2007, Ségolène Royal lui a tendu la main pour créer une redistribution du pouvoir central par rapport à un social-libéralisme et qui n'a pas saisi à cette occasion. Merci. Merci beaucoup à toi. On fait circuler le micro encore ? Allez-y. Oui, bonjour, bonsoir, Michel Dupart, conseiller municipal à Poissy. Je reviens sur la question de notre collègue tout à l'heure qui vous demandait du concret. Personnellement, je suis extrêmement déçu de vos réponses. Extrêmement déçu. Jean Lassalle, que j'ai suivi quand il est venu à Orgeval, quand il parle, quand il s'exprime, il donne des exemples. La force de l'exemple. Vous êtes tous brillants, mais on attend de l'exemplarité et la force de l'exemple. Les 370 millions ou milliards, les 360 milliards, mais on s'en fout. Excusez-moi de vous le dire. Donnez-moi du concret. De l'exemple, la dame de Quimper tout à l'heure qui est intervenue. Non, mais la dame de Quimper qui est intervenue tout à l'heure, c'était concret, c'est palpable, on y croit et on a envie d'y croire. Donnez-nous ça, c'est ça qu'on attend tous sur le terrain et on va gagner. Ok, merci beaucoup. Allez, on en prend encore 2 autres et puis après on revient chez nous. Oui, des femmes, ça serait cool, ça c'est sûr. Ah, il y a une femme ici au 2e rang. Allez, hop. Vas-y. Samia Brahimi de Paris. Moi, je voudrais recentrer la question sur le débat, c'est-à-dire reconstruire la France. Là, je m'adresse à notre belle brochette de députés européens. François nous dit souvent, et il a entièrement raison évidemment, que les problèmes ne viennent pas d'ailleurs mais de la France, et certainement pas de l'Europe. Alors je voudrais savoir, dans ce projet de reconstruction de la France, vous, députés européens, quelles seraient les mesures qui seraient possibles en fait d'envisager
pour aider la France à reconstruire cette France, justement. Merci beaucoup. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur la tribune, et puis je repars sur la salle. Alors, Jean, tu as été en plus appelé, demandé, attendu, espéré, et donc la parole est à toi. Merci. Merci, Marielle. Oui, j'ai de la chance de répondre à cette question. Bien, d'abord, je voudrais vous remercier parce qu'ici même, l'an dernier, vous m'avez procuré un des plus grands moments d'émotion de ma vie, à un moment où je l'étais aussi particulièrement, et je n'ai pas oublié ce que vous m'avez réservé ce soir-là. Je voulais très simplement vous le dire. Je voudrais dire aussi, et François l'a dit tout à l'heure, que j'ai eu le bonheur de débarquer, je dis le bonheur, parce que ça faisait longtemps que j'attendais qu'il se passe quelque chose qui sorte de l'ordinaire, d'arriver chez vous au moment où démarrait votre fabuleuse histoire des bonnets rouges. Et j'ai eu l'occasion de le dire, puisqu'à cette époque-là, j'ai été relativement écouté. J'ai dit, mais je suis tout sauf surpris. Et je l'étais d'autant moins que j'étais monté le 17 juin à Paris. J'avais remis une note à Monsieur le Président de la République qui n'avait pas eu le temps de me recevoir. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale m'avait reçu 50 minutes, je lui avais expliqué, j'étais accompagné de Christophe Loric. Et lorsque je l'avais quitté, il m'avait dit, tu vois, je t'ai accordé 10 minutes de plus que ce que j'avais prévu. Et pourquoi étais-je monté alors que je marchais? C'est parce que ce que j'entendais à travers toute la France me laissait penser que nous n'étions pas loin d'événements que nous n'avions, que moi personnellement, je n'avais pas connu. Quand un patron, un responsable de syndicat, une mère de famille, un chômeur, un jeune, qu'il travaille ou pas, disent tous la même chose au pays de la lutte des glaces, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Et au fond, je n'ai pas été étonné qu'une fois de plus, ce soit chez vous que ça se cristallise. Et François a rendu hommage à monsieur le maire de Carré, je voudrais le faire aussi, mais rendre hommage aussi à l'esprit de responsabilité exceptionnelle qui a été le vôtre, parce que si vous n'aviez pas reporté votre 3e réunion d'un mois, époque à laquelle généralement on rentre chez soi pour fêter Noël, eh bien c'est le pays tout entier qui s'embrasait. Et qui s'embrasait dans l'esprit dans lequel vous l'aviez voulu, parce que je vous ai beaucoup écouté, j'ai eu beaucoup de réunions où il y avait des pour, il y avait des contre, et j'ai vu la capacité que vous aviez à vous entendre. Et je pense que ce que vous avez fait, nous sommes à la veille de le reconnaître. Je ne suis pas sur 2017, parce que je ne crois pas que nous vivrons 2017 tel que nous l'imaginons. Ou alors, il y a quelque chose qui m'a échappé et que je n'ai pas compris. Je voudrais dire ensuite que, bon, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. À l'âge que j'ai maintenant, et avec ceux qui sont là, qui sont venus du Sud, nous avons vécu le plus bel accomplissement d'un rêve de notre vie. François est devenu maire de Pau. Personne de tout ce qui le mettait plus bas que terre, quelques semaines auparavant, n'a plus posé la question de savoir qui il était, avec qui il était et pour comment ça se faisait. Ils ont voté à 63% contre l'un des plus grands barons qui monte du PS, et ils l'ont fait dans une ville qui ne l'avait plus fait depuis 40 ans. Voilà.
Et comme je sais qu'il y a de nombreux coéquipiers de François, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir cette petite pensée. Et j'en profite pour remercier ceux qui, d'entre vous, m'avaient invité. J'ai fait une vingtaine de campagnes électorales pendant cette courte période. Et je suis venu à 2 ou 3 fois chez vous. Et j'ai eu le bonheur d'apprendre que pratiquement toutes les écuries que j'étais venu soutenir avaient gagné. Alors, il y en a certainement quelques-unes. Et merci beaucoup. Comme Marielle m'y avait invité, enfin, elle l'avait suggéré un jour où elle m'accompagnait dans la marche, ainsi qu'une amie très ancienne que j'aime beaucoup. Et comme tu l'as fait, mon cher Philippe, toi qui étais venu me soutenir aussi, alors que c'était difficile, au régional à Bordeaux, Marielle m'a dit, mais ce serait bien que nous poursuivions ce Tour de France par un mini-tour d'Europe pendant la campagne électorale. Et je l'ai fait. Et je croyais que ce que j'avais vécu en France, c'était dur, c'était brutal, ça m'a déstabilisé. Je disais tout à l'heure à François, je suis encore en train de me remettre. Je veux essayer de publier mon putain de bouquin, j'en suis à sa 4e écriture. C'est vous dire si ça me paraît simple. Parce que ce que je dois écrire, je voudrais qu'il fût lu par quelqu'un qui n'a jamais lu un livre de sa vie, mais aussi par le président de l'Académie française. Donc, vous voyez, c'est assez difficile. Et j'ai vécu, à ce moment-là, après avoir fait 15 pays, et pas que des capitales, exactement, Jean Arthuis, le même sentiment que celui que j'avais trouvé en France, à une différence près. C'est qu'il n'y a pas une famille Le Pen qui a pris racine en Italie, ou qui a pris racine en Roumanie, ou qui a pris racine même en Grèce, et j'ose le dire en Allemagne. C'est la différence. Mais j'étais étonné parce que c'était exceptionnel. Des jeunes de tout pays, et notamment beaucoup de Français, à Londres, à Berlin, à Rome, des gens d'autres pays, et ça ne posait pas de problème. Un seul. Je n'en ai pas trouvé un qui m'ait dit qu'il allait voter. L'un parce qu'il n'avait pas sa carte électorale, l'autre parce qu'il n'avait pas prévu, l'autre parce qu'il ne voulait pas rentrer à ce moment-là, et le dernier parce qu'il n'a éprouvé aucun besoin. Voilà, c'est le seul élément. Mais j'ai beaucoup vu, et j'aurais pu donner les résultats de ces élections électorales à l'issue de ces 22 jours. Je ne sais pas comment je vais arriver à traduire cela, mais ça m'a considérablement marqué. Et pour ceux qui pensent que le problème n'est que français, je pense que, comme tu l'as dit François à plusieurs reprises, il est à peine un petit peu plus compliqué. Enfin, je voudrais dire que, et Jean-Christophe Loric s'exprimera là-dessus demain, et je suis désolé parce que je suis obligé de vous quitter demain. C'est pour ça que je suis à peine un petit peu plus long, mais demain, je serai avec vous par la pensée. Tu demandais qu'est-ce qu'on va faire de concret, et nous avons répondu. Moi, je vais essayer de faire dans ce que j'ai appris à peine un petit peu à faire, et que je sais encore très mal faire. C'est d'écouter les autres. C'est d'échanger lorsque la colère est tombée. C'est d'essayer de voir comment des bonnets rouges et des anti-bonnets rouges peuvent faire un mouvement aussi exceptionnel qui a frappé la France, et bien au-delà de la France. Et je vais essayer de voir s'il n'y a pas, et si, comme dans l'esprit de François, qui veut reconstruire la France, moi je disais, je voudrais essayer de contribuer à la retaper la France. Eh bien, s'il n'y a pas, effectivement, des forces du peuple que nous avons oubliées, le grand oublié du peuple depuis 25 ans, c'est le grand oublié de tous les débats, de toutes les discussions, sauf de nous, il faut le dire, les choses comme elles sont, c'est le peuple. Et il y a certainement une ingénierie, il y a certainement une intelligence de la relation, une intelligence de la reconnaissance de ce que fait l'autre, à mettre en œuvre. Je veux essayer de m'y employer, et comme vous m'avez accompagné à travers toutes les routes de France, et vous n'avez pas regardé quels étaient vos étendards, j'ai là aussi, dans le cadre de notre famille politique François, besoin
de vous. Et je vous remercie. Merci Jean pour ce que tu dis, évidemment, mais pour ce que tu es, plus encore. Philippe Folliot, je voudrais que tu prennes la parole maintenant. Vous reconnaîtrez la difficulté de la tâche de s'exprimer après Jean. Je voudrais tout d'abord vous dire que je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce soir. Me reviennent en mémoire un certain nombre d'aventures que nous avons connues, plus particulièrement en 2007 et en 2012. Et j'ai cette intime conviction qu'il est important pour notre pays de faire de telle sorte que dans les grands rendez-vous démocratiques qui s'offrent à nous pour les mois et les années à venir, eh bien que notre famille puisse réunie, rassemblée, comme l'a fort justement dit Jean tout à l'heure, se retrouver. Parce que dans un contexte que nous connaissons, avec un parti socialiste complètement discrédité, une UMP qui est guère mieux, eh bien, si nous n'existions pas, si nous ne sommes pas capables d'incarner cette alternative, eh bien, nous ne laisserons à nos concitoyens que la possibilité, pour certains, de se retourner vers la gauche de la gauche, et pour les autres, de se retourner vers la droite de la droite. Et donc, nous avons une responsabilité qui est une responsabilité morale, une responsabilité politique, une responsabilité historique de nous retrouver pour être à même de pouvoir incarner cet espoir que le pays attend. Alors pour cela, il va falloir que nous puissions nous retrouver, mais il va falloir aussi que nous fassions preuve d'ouverture, parce que notre famille politique, eh bien, elle incarne ce qui est le contraire d'autres, qui finalement prônent le repli sur soi, prônent l'intolérance, prônent le rejet de l'autre. Eh bien, nous incarnons l'ouverture à l'autre. Nous incarnons l'idée, et cette grande idée européenne. Nous incarnons aussi cette notion de respect et le fait que, finalement, il n'y a pas que des bons d'un côté, que des mauvais de l'autre, mais que cette ligne Maginot qui, à certains égards, traverse artificiellement notre vie politique, eh bien, il faudra la faire sauter pour faire de telle sorte que toutes celles et ceux qui ont envie que les choses changent, qui ont envie que les choses bougent, eh bien, puissent se retrouver. Et cela ne pourra se faire qu'autour de nous. Autour de nous, UDI, autour de nous, MoDem, autour de nous, toutes celles et ceux qui ne se retrouvent pas, je veux dire, dans le Parti socialiste d'aujourd'hui ou dans l'UMP d'aujourd'hui. Et vous pouvez applaudir. Et au-delà de cela, il faudra que nous fassions preuve de courage pour dire aux Françaises et aux Français quelle est la situation du pays, comme François tu l'as fait en 2007, comme tu l'as fait en 2012. Mais je crois que au-delà de cela, il va falloir aussi que nous changions un certain nombre d'éléments de vision par rapport à notre pays. Et ce qui me paraît essentiel et fondamental, c'est que depuis plusieurs décennies, droite-gauche confondues, alternativement, ont chacune mené des politiques qui ont été des politiques court-termistes. Et ce qui doit nous différencier, nous, par rapport à eux, c'est de tenir des propos par rapport à nos concitoyens qui consistent à dire « nous avons un projet », mais un projet qui n'est pas d'inverser la courbe du chômage pour les 6 mois qui viennent, de faire de telle sorte que le déficit baisse pour les 3 mois qui viennent, mais d'incarner un projet de société, un objectif de redressement pour notre pays, avec une volonté d'effort partagé, d'efficacité, mais pour faire de telle sorte que ceux-ci puissent avoir
des résultats rapides, mais en fonction d'un objectif qui est un objectif par rapport aux prochaines générations. Faire de telle sorte que, à certains égards, nous puissions retrouver des inspirations que je qualifierais de gaulliennes et qui feront qu'une politique n'est pas menée en fonction du prochain sondage ou de la prochaine élection, mais pour la prochaine génération. Cela me paraît d'autant plus important et essentiel à mener que dans la situation politique que nous connaissons aujourd'hui, où face au sergent Garcia de l'Élysée, Zorro va revenir. Et ce qu'il faut, c'est que nous, centristes, on ne nous prenne pas pour les Bernardo de Zorro, c'est-à-dire ceux qui vont être à côté de lui et qui seront sourds-muets pour le soutenir. Ce n'est pas ça notre volonté, ce n'est pas ça notre ambition. Notre volonté et notre ambition, eh bien, c'est de peser en tant que tel pour être pas les supplétifs ni des uns et ni des autres, mais pour être ceux autour de qui les choses vont se cristalliser pour faire de telle sorte que nous puissions redresser notre pays. Merci, cher Philippe, merci. Alors, je vais revenir une dernière fois vers la salle parce que l'heure tourne. Chacun m'en fait signe. Alors, là-bas, je vois des jeunes femmes et des jeunes hommes et des hommes. Vas-y, Jean-Baptiste. Allez-y, prenez la parole à 2-3 et puis on... Vas-y. Bonsoir, je suis Vladimir Mendes-Borges, maire adjoint à Amiens du secteur Nord. Coucou Jean-Christophe. Donc pour dire, je suis vraiment très heureux d'être là ce soir parce que c'est ma première université de rentrée. Je suis au Modem depuis le début et c'est vraiment un vrai bonheur que d'être là parmi vous ce soir. Attendez la suite. Par contre, sincèrement, c'est plutôt une déception par rapport à ce que j'entends ce soir. Une déception à plusieurs titres. D'abord, Monsieur Arthuis, lorsque vous avez terminé votre propos, donc avec lequel j'étais pratiquement, entièrement d'accord sur la nécessité de se rassembler, la force du centre et le pragmatisme du centre, sauf que vous avez bien terminé en disant, pour moi, l'intérêt est de rassembler la famille centriste. Amiens est une ville centriste. Nous avons vu plusieurs candidats à la présidence de l'UDI. À chaque fois, je leur ai posé la question. Donc, pour l'instant, il y en a 3 qui sont venus à Amiens. Gégaud, Fromentin et Lagarde. Il manque Monsieur Morin à venir le premier. Donc, à chaque fois, je leur ai posé la question. Et aucun n'a été aussi franc, direct que vous. Le meilleur témoignage, j'ai dit, peut-être que dans 3 ans, on verra ce qu'on peut faire. Donc, là où je suis inquiet, c'est que j'ai l'impression que c'est uniquement une volonté de votre part. Mon autre inquiétude réside sur une autre phrase de M. Verling, donc, qui disait que lorsqu'il avait été voir les Verts, qu'en général, c'est quand ils nous invitent, c'est qu'ils ne vont pas bien. Eh bien, moi, j'en ai marre qu'on nous invite quand ils vont pas bien. C'est parce que là, c'est qu'on est la 5e roue du carrosse. Et moi, j'en ai marre d'être la 5e roue du carrosse. Surtout... Donc, je disais, j'en avais marre d'être la 5e roue du carrosse, surtout que là, il n'y a pas longtemps, je cherchais à acheter une voiture, et il n'y a plus de 5e roue dans les voitures. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment plus besoin de nous. Et le dernier propos, c'est pour rejoindre les différentes interventions. On a beaucoup entendu « il faut », vous avez répondu « il va falloir », on va devoir faire. Mais moi, ce que j'aimerais entendre, c'est « pour y arriver, nous devons ». Pour y arriver, nous allons faire. Pour nous allons faire... Et c'est vraiment ça que j'attends. Non, mais il a raison. Allez-y. Je ne voudrais pas être à la place de mes enfants. C'est une phrase absolument dramatique. C'est la pire des phrases qu'on peut entendre et on l'entend maintenant chez beaucoup de gens. Des gens de 65, 70 ans qui disent « je ne voudrais pas être à la place de mes enfants ». C'est dramatique. Moi, j'ai une peur terrible, c'est qu'après avoir épuisé tous les détails de la lutte des classes
eh bien, le personnel politique des 30 dernières années va nous laisser tranquillement rentrer dans une guerre beaucoup plus terrible qui va être un conflit de génération entre des rentiers riches, des gens qui auront fait carrière dans les 30 glorieuses, du moins les années qu'on appelle glorieuses, qui n'étaient tout simplement que des années de reconstruction, qui n'avaient rien de glorieuse finalement, et des jeunes paumés, aussi bien chez les diplômés que chez les gens plutôt exclus, qui vont être ahuris, exaspérés d'un appel à la solidarité intergénérationnelle que les vieux vont demander pour continuer à aller à Marrakech 3 fois par an ou avoir des retraites confortables. Et moi, je vais donner non seulement... Je vais donner ma voix, mais aussi tout mon appui, toutes mes forces aux hommes politiques qui vont oser entamer une démarche de pédagogie vis-à-vis des anciens, que je respecte, pour leur dire que dans leur bonheur, dans leur richesse, il y a un effet d'aubaine dont ils doivent tenir compte et qu'ils doivent, dans une certaine mesure, remettre une partie au pot, de manière à pouvoir prouver à des jeunes que la France redevient, et la France et l'Europe de l'Ouest redeviennent des terres d'avenir pour eux, des Far West, des Eldorado possibles pour les jeunes. On va prendre 2 dernières interventions. Allez-y. Je peux y aller ? Bonjour Evrofian, Morbihan. Le Morbihan qui vous accueille ce soir avec plaisir. Alors, ici, vous avez un parterre de militants, parce qu'on ne fait pas pour les uns 1000 km pour venir ici, pour s'opposer à tous les leaders que nous avons sur le plateau et ailleurs. Mais il faut que vous entendiez quelque chose. On vous reconnaît comme des gens brillants, comme des gens intègres. Vous portez des valeurs qui ont été portées par François Bayrou au cours des 2 présidentielles dernières. Mais entendez-nous, comment nous devons, quand nous croisons nos voisins, quand nous allons tracter sur les marchés, qu'est-ce que nous devons dire ? Qu'est-ce que nous devons dire ? Parce que les gens nous répètent « Mais oui, vos idées sont très bonnes, mais on ne votera pas pour vous. » Pourquoi ? Mais parce que vous êtes trop gentils. Et puis, où il est votre programme ? Alors moi, bêtement, je dis « allez sur le site national, vous verrez, il y a nos idées, notre programme, il y a le programme de François Bayrou, mais il est toujours d'actualité. Regardez, il est complet. Regardez au niveau économique. Regardez. Oui, madame, mais regardez ce qu'on voit aussi sur votre site. On voit des gens qui, dans le petit carré qui est réservé aux états d'âme, qui vous bavent dessus. Et personne ne répond. On se permet d'insulter votre chef, d'insulter vos sous-chefs. Et ça passe. Il n'y a pas de problème. Et quand vous êtes sur les marchés, mais qu'est-ce que vous avez à nous raconter ? Alors, comment on va faire pour notre fils qui est au chômage ? Alors moi, ce que j'attends de vous, c'est que vous vous réunissiez. Je sais que vos emplois du temps sont terribles. Et que vous nous donniez des éléments de langage. Que vous nous donniez le petit bagage, tout bête, au moins le mois, de ce qu'on peut dire, nous, quand on descend, quand on ose aller se faire insulter par les gens du Front National, mais c'est un honneur, hein. Et dernière chose, je ne vais pas monopoliser, je me rends compte que moi qui viens d'un milieu gaulliste, où on aime les choses un peu cadrées, on est très mal élevé. Et quand je suis au centre, quand je suis arrivée, je me suis trouvée très très mal élevée. Parce que c'est vrai, quelque part, on est trop bien élevé au centre. Et c'est fini. Il faut maintenant savoir taper sur la table et apporter quelque chose. Alors je vous en supplie, réunissez-vous. Faites-nous un petit module
de langage. Et si vous le pouvez, déléguez un de nos vice-présidents, à être en lien direct avec les militants qui viennent. Venez animer des soirées, des soupers, comment on appelle ça, des dîners-débats, hein, où on pourra inviter nos amis, nos voisins, etc. Ils paieront leur place, donc ça ne coûtera rien au MoDem, il n'y a pas de problème. Les fédés prendront en charge vos frais de déplacement. On aura donc des têtes d'affiche, et croyez-moi, si on a Marielle de Sarnez, ou on a Jean Lassalle, bien sûr, et vous tous, il n'y a pas de problème, qui venez un jour à Vannes, un autre à, je sais pas, à Lille, etc., animer un dîner-débat, là, ça marchera. Eh bien, on viendra. C'est ainsi, il en est ainsi décidé. Erwan. Oui, je reprends la parole, je l'ai pris tout à l'heure, parce que par rapport à ta réflexion, j'ai oublié ton prénom, Vladimir, et votre réflexion, il y a des choses qui me dérangent un peu dans ce que j'entends. Déjà, on est ici, on ne peut pas leur demander, nous demander, vous demander d'avoir des réponses tout de suite, là. Si on avait des réponses, ben non, je suis désolé. Je suis désolé, on peut pas faire exactement la même chose que les autres partis, que dire que tout va être facile et qu'on va réussir à raser gratis. Mais je sais que c'est pas ça, mais sauf que... Attendez, on va le laisser parler quand même. Sauf que, par rapport à ce que vous dites sur notre vie de parti, etc., moi je suis désolé, ça commence aussi par chacun d'entre nous, sur les territoires. Alors je sais bien, c'est toujours, on veut toujours... Voilà, avec Marc, on essaye d'animer... Là, je prends la défense de... Voilà. Non, mais vous n'attaquez personne, mais vous dites quand même des choses qui sont un petit peu... Mais ce qu'on dit sur les marchés, ce que vous dites sur les marchés, vous dites déjà que vous êtes investi dans telle association, que vous travaillez, que vous êtes en train de réfléchir au projet pour la ville. C'est là que ça commence, la politique. Mais... qu'est-ce que... Enfin, je sais pas, moi... je vais parler de moi, j'étais candidat à la commune d'à côté. Mais vous êtes militante, mais être militant, c'est aussi être candidat, c'est aussi d'aider les candidats. Mais... Erwan, on a entendu, et je pense que tout ce qui a été dit est très important. Non, mais et c'était important qu'on l'entende. Il y a des besoins d'avoir du matériel, des choses. Nathalie, est-ce que tu peux en dire un mot? Prends un micro. Il y a besoin d'avoir des réponses. Il y a besoin d'avoir des réponses, il y a besoin d'avoir des présences sur le terrain, il y a besoin d'avoir des implications, il y a un devoir à agir, il y a une obligation d'agir, et moi je l'entends comme tel, et je vous en remercie. Merci. Tout d'abord, moi, pour rejoindre Vladimir, Damien et Madame qui nous accueille ici, je veux dire le plaisir que j'ai de venir... Ève, de venir à ces rencontres, même si j'ai fait 1000 kilomètres. Hein, je suis très très contente parce que c'est un moment de réflexion, un moment d'échange, un moment de conseil, un moment de vérité. Ce que vient de dire Ève correspond à ce que beaucoup de militants et beaucoup peut-être de citoyens même non militants souhaitent peut-être avoir. C'est avoir une boîte à outils et donc quelques éléments. Moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette au point et qu'on pourra tout à fait mettre au point. On peut le faire à la fois sur le plan européen et sur le plan national. Je crois qu'Yann est prêt, il m'a dit. Il est prêt à le faire. On en a discuté. Et voilà. C'est pas son anniversaire, mais le voilà fin prêt pour le faire. Et on peut le faire en mutualisant. C'est comme ça qu'on travaille, par exemple, dans la délégation, sous la conduite de Marielle, au plan européen. On ne peut pas être au four et au moulin. On est chacun dans nos domaines de compétences et ensuite nous mutualisons, nous travaillons de cette façon-là et on peut très très bien le diffuser et le faire aussi au plan de notre mouvement, ce qui permet aussi d'avoir un aller-retour et d'avoir aussi votre ressenti parce que, puisque j'ai le micro,
sur la thématique de ce soir, je pense que plutôt que d'imaginer, pour apporter une réponse très concrète à la demande d'éléments concrets pour reconstruire notre pays, peut-être que la méthode consiste avant tout pour nous, qui sommes justement nature simple, c'est de commencer par écouter nos concitoyens. C'est ce que Jean a très très bien dit. Je pense que notre pays est dans un tel état, Yann a utilisé le terme tout à l'heure, il a dit « quand je retrouve les copains, on parlait politique, on ne parle même plus politique », il a dit « nous sommes fatigués ». Effectivement, les Français sont fatigués, ils sont exténués, ils ont même passé la phase de consternation, ils sont profondément fatigués. Et ça, c'est de cela dont on doit partir pour pouvoir imaginer ce projet, cette alternative, en partageant des convictions, en les confrontant, puisque sur l'essentiel, beaucoup d'hommes et de femmes qui ne sont pas nécessairement politisés ont une idée, ont une intuition sur les nécessités à faire pour notre pays. Nous avons des leaders. François Bayrou, vous avez vu ce qui se passe sur les autoroutes. Vous avez vu ce qui se passe sur l'affaire Tapie. On peut multiplier à l'envi les exemples où on voit que François avait raison avant tout le monde. Donc, et qu'aujourd'hui, on entend des gens proposer des solutions qu'il a proposées, qu'il a mises en œuvre, qu'il a donc fait plus que suggérer, puisqu'il a parfois même porté devant le juge des dossiers qui ont montré combien ils étaient explosifs, pourris pour certains. Et donc, cette intuition de l'alternative politique, nous devons la construire avec les Français, en les écoutant, en allant sur les territoires, en allant auprès d'eux, peut-être pas en marchant, parce que moi je marche beaucoup moins vite que Marielle. En plus, vous avez vu que je me casse la figure. Et je marche beaucoup moins longtemps que Jean. Mais cette intuition, nous pouvons la mettre debout, la mettre en mouvement, et donc remplir, concrétiser. Parce que le pire, aujourd'hui, c'est pas la crise économique, hein. Le pire, c'est même pas la crise sociale. Le pire, c'est la perte de confiance. Et c'est ce que disait Robert tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile de reconstruire la confiance. Et on le sent, si vous avez regardé l'émission d'hier soir où François était face à la fois un chef d'entreprise et cette salariée de chez Doux. On le lit dans les yeux de nos concitoyens. Et pas seulement, moi je ne veux pas distinguer entre les anciens jeunes qui vont à Marrakech et puis les jeunes d'aujourd'hui. Moi je vois beaucoup de personnes retraitées qui vivent dans des conditions pécuniaires qui sont extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Encore ce matin, j'ai discuté dans ma ville avec une dame qui veut plus mettre le chauffage en route, qui se lave à l'eau froide, parce qu'elle veut pouvoir éventuellement anticiper un tout petit peu l'avenir, tant les gens ont peur de cet avenir. Donc il nous revient à nous de construire une alternative politique en partageant nos convictions, mais en écoutant nos concitoyens. Et si Marine Le Pen a cette audience, c'est en partie à cause des gouvernants. Et c'est en partie à cause de cette perte de confiance. Les uns ont clivé notre société entre les jeunes et les anciens jeunes, entre les pauvres et les riches, entre ceux qui travaillent et ceux qui sont au chômage, entre les blonds et les bruns, etc., entre les filles et les garçons. Et puis aujourd'hui, on n'est pas dans le clivage, on est dans la démolition totale et la confusion la plus complète. Tout le monde a le tournis. Il y a alors les citoyens, mais même les élus. Je prends pour preuve la réforme territoriale. On a vaguement compris, de la part du Premier ministre, que finalement, la date de certaines élections serait fixée. Mais on nage dans la confusion la plus complète, et notre pays est dans un système brownien qui nous conduit dans le fossé. Et si Marine Le Pen a cette audience, évidemment, elle est aidée par tous les événements qui polluent en outre nos propres difficultés de fond. Mais c'est parce qu'elle a proposé de casser la baraque. Elle a proposé ça. Et donc moi, je pense que... Alors,
ce qu'elle propose nous conduirait dans une aventure absolument sombre, extrêmement dangereuse, non seulement pour nous, mais pour l'ensemble de l'Europe. Mais nous devons proposer la rupture, la proposer sur justement un projet et une optique qui soient construites avec les citoyens. Ils n'attendent que cela. Ils pensent, les Français, hein, ils pensent, ils ont une idée. Et nous pouvons être l'alternative, puisque nous ne sommes ni les uns ni les autres. Mais cette alternative, elle doit partir de la base, travailler sur l'économique. Tu l'as très bien dit, Jean, on ne va pas continuer de s'opposer à la mondialisation. Il faut faire de la mondialisation une chance, travailler sur la République. Ça, c'est concret aussi. Pourquoi avons-nous du mal? Parce que le mode de scrutin nous exclut du champ. Il nous exclut du champ. Et peut-être que cette déliquescence des institutions, j'en terminerai par là, parce que finalement, ça c'est un défaut des politiques, je vais quand même rendre le micro. La déliquescence des institutions, elle est due au fait qu'elles ne sont plus du tout adaptées. Le mode de scrutin fait que le pays réel n'a rien à voir avec le pays légal, plus rien du tout. Le fossé se creuse chaque jour un peu plus. Et ce bicéphalisme, enfin, cet exécutif à deux têtes, vous avez vu l'exemple là de ces derniers jours, le Premier ministre parle en premier, le chef de l'État parle derrière le Premier ministre, alors que la ligne, si tant est qu'il y ait une ligne, devrait être donnée par le chef de l'État. Donc on voit bien que ce bicéphalisme, ça ne va plus non plus. Ça ne va plus non plus. Enfin, c'est à discuter, peut-être qu'ici on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais ces institutions ne sont plus adaptées à la vie de notre pays, à ce qu'attendent les citoyens. Donc j'aurais encore 1000 idées, mais je suis prête à travailler avec Yann sur la boîte à outils. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. François. Où est Ève? Ève, j'ai été très, très intéressé par ce que vous avez dit. Et au fond, que tu es un peu proche de ce que Vladimir disait. Et pour moi, c'est une réflexion qu'il faut que nous entamions. Alors, je vais essayer de résumer avec des mots crus. Vous dites, on se fait engueuler sur les marchés. Est-ce que vous connaissez un parti politique qui ne se fasse pas engueuler sur les marchés? Bien. Et qu'est-ce que vous faites sur les marchés? Vous tendez des tracts où vous dites, il faut voter pour nous. C'est absolument impossible de vendre aux gens, par une démarche marketing, ce qu'est la vérité d'un parti politique, de ses valeurs et de ses idées. Vous n'y arriverez pas, les autres n'y arrivent pas. Alors vous dites, on se fait engueuler sur le site. On se fait traiter de tout. Oui, je me fais traiter de tout. Ça m'est absolument indifférent. On pourrait avoir des amis qui tapent en insultant ceux qui nous insultent. On a choisi de ne pas faire ça parce que Internet, après des réflexions nombreuses, nous avons conclu que c'était la liberté de parole. On peut le regretter, on peut discuter. Il y a des partis dans lesquels il y a des modérateurs qui coupent ceux qui vous insultent. Chez nous, justement, non, ça fait une différence. Moi, je vous conseille d'avoir une démarche complètement différente. Je le dis d'autant plus que à Pau, on a une équipe solide, nombreuse, qui est là pour une grande part. Jamais on fait de distribution de tracts modem. Voilà. Faites quelque chose d'autre, installez-vous sur les marchés et aidez les gens qui ont besoin d'être aidés. Vous les écoutez, vous prenez leurs problèmes, vous essayez de remplir leurs papiers s'ils n'arrivent pas à remplir leurs papiers, vous leur apportez de l'aide et du soutien et vous montrerez que l'important, c'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous êtes. Et si nous sommes le parti des gens qui aident les autres, à ce moment-là, on aura fait un pas sérieux en avant. N'attendez pas des argumentaires. Vous-même donnez l'exemple de ce que vous êtes.
Ne pensez pas qu'il existe quelque part quelqu'un qui va vous donner le bon tract pour faire ça. Ça, c'est la politique d'il y a 50 ans. C'est complètement fini. Expliquez que vous distribuez des tracts parce que vous êtes les plus beaux, les plus intelligents, les meilleurs, et même que votre leader est le plus beau. Non, le plus intelligent et le meilleur. Ça, c'est possible. Mais ça n'est pas ce que les gens attendent, sauf dans le cœur d'une campagne électorale présidentielle. Soyez là, montrez qui vous êtes, identifiez-vous et aidez les gens. Écoutez-les, apportez-leur des services, montez des chaînes de solidarité, vous ferez quelque chose d'utile, d'épanouissant pour vous et qui vous identifiera mieux que des tracts. C'est au moins ce que je crois. Mes chers amis, on va encore passer 2 jours ensemble. Donc on va pouvoir se parler. La nuit n'est pas terminée pour ceux qui veulent continuer après la réunion à se rencontrer, à se retrouver, à parler ensemble. Mais il y a un moment où il faut finir une réunion et l'heure est assez tardive. Donc moi, je voudrais quand même, en votre nom à tous, je pense, j'espère, remercier beaucoup et Philippe Folliot et Jean Arthuis qui sont là, pas seulement pour leur présence, mais aussi pour ce qu'ils nous ont dit. C'est-à-dire que le chemin que nous avons initié en construisant ensemble l'alternative, ils veulent qu'on le poursuive, ils veulent qu'on l'amplifie, ils veulent qu'on se rassemble pour peser. Eh bien, de cela, je leur dis merci en votre nom. Je repasse la parole pour quelques mots et à Jean et à Philippe, et après j'essaierai, voilà, pour ma part, de faire une toute petite conclusion. Cher Jean. D'abord, merci infiniment de nous avoir invités ce soir. Les débats au Modem sont stimulants, vivifiants, et puisque vous voulez du concret, je mesure à quel point il faudrait qu'on vienne plus souvent vers vous. Par exemple, nous allons essayer au plan européen d'apporter la première pierre de ce qui pourrait être le droit du travail européen en imaginant un contrat d'apprentissage qui puisse s'appliquer sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et de faciliter ainsi la mobilité des jeunes, qu'un jeune puisse aller dans un autre pays et que l'on partage cette conviction que l'apprentissage, en effet, est sans doute l'une des voies privilégiées pour accéder à la vie professionnelle. Ça, c'est du concret. Alors pour le reste, bon, je reviendrai volontiers si vous voulez qu'on parle de choses plus concrètes pour améliorer la compétitivité, par exemple, des entreprises. Et de cesser de croire que les autres pays de l'Union européenne vont prendre la France pour modèle. Car il faut être costaud pour vendre le modèle français à nos partenaires. Nos partenaires nous disent « Ah, tu es fier de ton modèle ?» Ah. Et rappelle-moi, comment ça se passe pour le chômage? Comment ça se passe pour l'équilibre de tes comptes publics? Pour l'évolution de ton endettement public? Et tu voudrais nous vendre ce modèle? Sachons que si nous voulons faire converger les législations, puisque nous avons la même monnaie, vous savez que l'Angleterre disait, si jamais l'Écosse prend son indépendance, pas question qu'elle ait la même monnaie, hein, parce qu'elle n'aura pas les mêmes lois que nous, et quand on n'a pas les mêmes lois, quand on n'a pas une vraie convergence fiscale, sociale, droit du travail, c'est très difficile de pouvoir avoir un marché unique. Donc l'Europe a des vrais progrès à accomplir. Et c'est pour ça qu'il faut, je crois, momentanément cesser de l'élargir et de travailler pour faire converger. Pour faire converger, ça ne va pas être simple chez nous. Ça ne va pas être simple chez nous. Au fond, dans l'état où nous sommes, il faut faire une sorte de dévaluation. Alors, dévaluer la monnaie, ce n'est pas possible, puisqu'on a la monnaie unique. Et c'est très bien. On pourrait dévaluer, comme l'ont fait les Grecs ou les Italiens ou les Espagnols, les niveaux des salaires. Pas possible. Les salaires modestes sont vraiment très faibles. En revanche, on peut dévaluer le niveau des charges sociales.
et financer autrement la protection sociale. Mais ceci est un autre sujet. Et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir si vous m'invitez. Et j'espère que vous m'inviterez. Voilà, en tout cas, merci infiniment. Je pense qu'il faudra être courageux, il faudra être pédagogue. Nous vivons dans une société complexe et c'est pas simple de mettre sur un tract les 3 ou 4 propositions, comme sur un tweet. On vit dans un monde où il faudrait tout dire en 140 caractères. Eh bien, c'est pas possible. Il faut prendre le temps d'expliquer et il faut aussi que le politique cesse de prendre les gens pour des sots avec des conventions de langage qui sont totalement irréalistes et qui sont un manque de respect absolu à l'égard de nos concitoyens. Alors, cessons de laisser peser sur le monde politique, la sphère publique, une présomption de parasitisme, et il faut que les centristes soient les activateurs du réenchantement de la vie politique. Merci, cher Jean. Philippe. Juste un mot par rapport, tout d'abord, pour dire le respect qui doit être le nôtre pour vous, militants, qui, de manière, avec beaucoup d'humilité, de manière courageuse, eh bien, je veux dire, ayez le courage de porter nos idées dans des moments où finalement c'est parfois plus facile d'aller dans le sens du vent, de la démagogie, du populisme et de tout ce que vous connaissez. Et ça, je crois que c'est un élément important de rester fier et fidèle à nos convictions. Bien entendu, il faut que nous puissions travailler pour, je reprends les propos de monsieur, sur les éléments relatifs au concret. Bien sûr, je pourrais vous parler, si vous avez beaucoup de temps, de la politique de défense de la France et de la politique de défense de l'Europe. On pourrait parler de nos idées, de nos projets en matière de réforme territoriale, autres que ceux du gouvernement. On pourrait parler de la vision de notre pays qui se croit continentale européenne alors qu'elle est mondiale et maritime, et de beaucoup d'autres sujets. Mais mon propos sera en termes d'éléments de proposition. C'est dire que peut-être nous centristes, nous nous différencierions des autres si nous avions capacité à porter l'oubiaïs au pouvoir. Alors je ne sais pas si en béarnais ça se dit de la même façon que chez nous, mais l'oubiaïs c'est quoi? C'est le bon sens paysan. Et si une famille politique était à même de pouvoir finalement mettre en avant ces principes de bon sens, eh bien je crois que nous serions et nous ferions preuve d'utilité, j'allais dire, pour l'ensemble de la politique française. Et c'est ce défi qu'ensemble nous allons relever, MoDem, UDI et toutes celles et ceux qui voudront se rassembler autour de nous pour porter cette espérance pour la France. Merci, cher Philippe. Mais je voudrais d'un mot vous remercier, vous toutes et vous tous. Vous avez vu le MoDem, Jean, c'est bien, c'est un ADN particulier, c'est une liberté, vous les aviez vus dans la campagne parce qu'ils étaient dans la campagne et ils font les campagnes et on peut les en remercier. C'est un ADN formidable, je voulais vous dire qu'on vous aimait, surtout ne changez rien, restez comme vous êtes, on a besoin de cette liberté et de votre exigence, ça c'est la première chose et donc merci. Et la deuxième chose, je veux dire que non seulement nous avons la responsabilité de continuer de construire ce centre pour reconstruire la France, mais au fond, je crois que notre plus grande responsabilité, nous sommes les seuls qui pourront le faire et donc qui allons le faire. Nous devons demain préparer, pas seulement préparer l'alternative et le changement dont la France aura besoin, mais nous avons besoin de poser les conditions pour que ce changement soit un succès pour les Français. C'est-à-dire que pour la première fois depuis 30 ans, la prochaine alternance rompe avec tous les échecs successifs que nous connaissons depuis 30 ans. Et ça, c'est une sacrée responsabilité et nous sommes, je le crois, je le sais, les seuls à pouvoir le faire. Je vous remercie.